Les Tortues Ninja, Hamtaro, Totally Spies, Power Rangers, Yuka ou encore Galactic Football, c'est quasiment obligatoire que vous connaissiez au moins un de ces programmes et tous ont en commun d'être passés à un moment ou un autre sur la chaîne qui a marqué plusieurs générations, une chaîne, 3 périodes et 3 noms bien distincts qui, c'est sûr, ont bercé bon nombre d'enfance. Et c'est donc pour ça que j'aimerais revenir avec nostalgie sur tous les programmes et surtout sur les merveilleuses chaînes qu'ont pu être Fox Kids, Jetix et Disney XD. Alors certes, bon nombre des dessins animés que je vais aborder ici auront très certainement été diffusés sur d'autres chaînes, que ce soit avant, simultanément ou après les chaînes que je vais évoquer. Cela étant dit, j'aimerais tout de même prendre le temps de revenir avec vous sur toutes les évolutions que va connaître la chaîne, car des changements, elle va en connaître pas mal au fur et à mesure des années. Pour faire au plus simple, à la base Fox Kids est une chaîne créée par Fox Family Worldwide, et qui, comme vous pouvez vous en douter au vu de son nom, est une des divisions de la 20th Century Fox, focus sur ce qui est autour des programmes à destination des enfants et donc de la famille. En réalité, c'est plus complexe que ça, c'est avec des histoires d'acquisition de branches de studios qui fusionnent entre elles, mais vous comprendrez que ça fait beaucoup trop de mots, beaucoup trop d'explications pour pas raconter grand chose. En tout cas, ce qu'il faut comprendre principalement à ce moment-là, c'est que le but de la Fox est de pouvoir proposer leurs propres concurrents à des chaînes destinées aux enfants à succès tels que Cartoon Network ou Nickelodeon. Les grands classiques qu'on connaît tous et qu'on ne présente plus. En tout cas, la chaîne Fox Kids est enfin créée le 8 septembre 1990, date de sa première diffusion sur le sol américain. Là, on bouge les bras, on sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Un monsieur chelou nous a dit danser, et maintenant on peut plus s'arrêter. Et la chaîne va vite rencontrer un plutôt bon succès, et donc va très rapidement être exportée à l'étranger, et notamment en Europe, dès la fin des années 90. Et c'est officiellement le 15 novembre 1997 que la chaîne va commencer à émettre en France via Canal Satellite. Là, je crois que c'est le moment où j'ai perdu les plus jeunes. Enfin, je dis ça, mais il faudrait déjà qu'il y ait des très jeunes qui me regardent. Qui n'est pas gagné. L'univers autour de la chaîne va vraiment porter le plus possible vers la jeunesse, notamment avec des mascottes, disons, particulières. Alors, mon petit Maurice, ton contrôle de maths, hein? Bah, je vais avoir un 0, c'est sûr, hein. Comment tu peux en être aussi sûr? J'en suis aussi sûr que 2 et 2 font 6. Ah ouais, à ce point-là, c'est vraiment des économies de bout de chandelle. Ah, ça? Je te le fais pas dire! Pitié, moi, l'écriture, ne me fais pas dialoguer avec un gant en plastique. Je vaux mieux que ça, non? Eh ben sache que mon inspiration du moment n'est pas trop d'accord avec toi. En tout cas, il faut bien reconnaître que là où Fox Kids réussissait le mieux à attirer et capter l'attention des plus jeunes, c'est de par la variété de ses programmes, car comparé à ses concurrents, Fox Kids va réussir à mettre bien en avant des programmes internationaux. Car certes, on y retrouve des séries très américaines, avec en figure de proue des séries centrées sur les super-héros, parmi elles on y retrouve notamment la célèbre série X-Men de 1992, mais on y retrouvait aussi l'incroyable série qui d'ailleurs a bien marqué mon enfance, Spider-Man, la série animée. Fortement réputé pour avoir brillamment adapté de nombreux arcs importants du comics, on y retrouvait vraiment des méchants mémorables comme le Bouffon Vert ou Dr Octopus, mais aussi Kraven le chasseur, le Caïd et sa voix qui donnait l'impression d'un gars qui se retenait de chier toute la journée. Eh oui, et ça me fait vraiment plaisir. On y retrouvait réellement énormément d'antagonistes populaires de la série, mais aussi même les moins réputés comme Morbius. It's Morbin time. Mais surtout, et c'est ce qui m'a personnellement énormément marqué quand j'étais petit, comment ne pas évoquer l'incroyable arc autour de Venom. J'ai encore des souvenirs impérissables de comment il montrait Peter Parker qui sombrait petit à petit dans la colère noire et sombrait à la rage de Venom. Tu fais partie des gentils, tu peux pas faire ça. Et pourquoi non? Puisque j'en ai le pouvoir. Bien loin des danses de Spider-Man 3, ça c'est sûr. Puis en dehors de ça, oui, c'était vraiment la série pour découvrir l'univers Spider-Man et Marvel dans les meilleures circonstances. On avait autant J. Jameson et sa mauvaise foi légendaire. Je ne veux pas que quelqu'un travaillant pour moi travestisse la vérité, modifie les faits. C'est contraire à tout ce que je défends. Vous êtes sérieux?
sans oublier tous les caméos et apparitions d'autres personnages de Marvel qui étaient des mini-événements en soi. Quand on était petit, on pouvait autant y voir justement les X-Men de la série citée juste avant, mais aussi Daredevil, Iron Man, Doctor Strange et bien d'autres. Cela dit, la série a tout de même pas mal vieilli sur bien des aspects, notamment au niveau de certains dialogues. Pourquoi refuses-tu toujours que je t'apporte mon soutien ? On aura tout vu. Moi, Spider-Man, j'aurais besoin de l'aide d'une femme. C'est peut-être un peu dans son jeu. Et puis, il faut le dire, Mary Jane dans cette adaptation y apparaît parfois comme une vraie psychopathe. Est-ce que tu veux m'épouser? Marie-Jeanne! Mais pourquoi tu as fait ça? Pour que tu me prouves que tu seras vraiment toujours là quand j'aurai besoin de toi. Elle est pas très nette dans sa tête, celle-là. Je te conseille de fuir, Peter. Je suis parfaitement d'accord avec ton propos, dans ce genre de cas, il faut fuir. Attends, mais... Et ouais. J'avais dit quoi? Non mais c'est pas possible. Mais en tout cas, là où vraiment la chaîne se démarquait pas mal des autres, c'est qu'en dehors de ses programmes propres et donc des productions bien américaines, il s'ouvrait pas mal aux productions étrangères et notamment japonaises. Vous allez certainement me dire et avancer que le Club Dorothée en France était là bien avant. Et vous auriez raison. Un dessin inédit en France. Pour la première fois grâce au Club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé que personnellement j'adore et toc, je l'ai dit, Dragon Ball. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Mais aux États-Unis, ils ont été face aux productions japonaises bien plus tardivement. Et donc pour le coup, oui, ils étaient bien différents de ce que proposaient leurs homologues. Et comment ne pas évoquer à ce sujet toute la vague Pokémon qui occupait bien l'antenne et qui, notamment sur Fox Kids, a permis d'être découvert par bon nombre d'enfants dans des versions toujours plus tronquées, modifiées, censurant dans leurs propos les situations et même la nourriture originale pour s'adapter aux mœurs et à la culture occidentale. Have a donut. That always cheers me up. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Nothing beats a jelly-filled donut. Non, c'est pas possible. Ça, un donut, vraiment, vous êtes sûr de ça? Ça, c'est un onigiri. Qu'est-ce que c'est bon? Mais ce n'est pas un donut. Mais pour en revenir au programme diffusé par Fox Kids, à proprement parler, il s'occupait aussi par exemple de diffuser Digimon. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Shaman King. Shaman King, d'être Shaman King. Medabots. À ce propos, et vous m'excuserez pour la question, mais est-ce que je suis vraiment le seul à me souvenir des Medabots? Oui, car t'es vieux. On y retrouvait aussi Shin-Chan, ou même Hamtaro. C'est l'heure d'Hamtaro. Qu'est-ce que c'est Hamtaro, c'est moi le plus petit des grands héros. Mon ami, graine de tournesol, ni croque, mon ami. Qu'est-ce que j'ai pu adorer de cette série quand j'étais petit? Dès qu'elle passait à la télé, vous pouviez être sûr que j'allais être devant. Je pense même qu'on peut le dire, j'étais dans une sorte de Hamtaro mania. Pour rappel, Hamtaro raconte les incroyables aventures d'un groupe de hamsters vivant des péripéties extraordinaires à leur échelle, comme cet incroyable combat contre une poêle. À l'origine, Hamtaro est un hamster domestique vivant simplement chez ses maîtres. Mais très vite, il découvre un groupe d'autres hamsters domestiqués sauvages avec lequel il partage de nombreuses aventures dans leurs repères secrets où ils se retrouvent tous ensemble, mais aussi des fois directement dans le monde extérieur. Bien sûr, c'est vrai que des hamsters qui se baladent en pleine ville, c'est un peu invraisemblable. Car oui, je pense que si la série était vraiment réaliste, Hamtaro n'aurait probablement pas survécu plus d'un épisode. Oh, le petit hamster, comment il est trop mignon. Oh là là, comment t'es adorable. Oh mon Dieu. Chaque hamster avait vraiment son design et son caractère propre, ce qui était parfait pour créer un lien affectif fort chez les enfants. On a tendance à l'oublier, mais Hamtaro a été un vrai phénomène à l'époque, avec une avalanche de produits dérivés. Hamtaro et les Transformers sont chez McDonald's. C'est l'aventure dans ton Happy Meal. Sans compter les jeux vidéo, notamment sur Game Boy Advance, DS, mais je digresse. Graisse. Mais ce n'est pas tout, car Fox Kids permettait aussi de mettre en avant des programmes bien francophones, ce que majoritairement ne faisaient pas du tout ses homologues américains. On pouvait autant y retrouver Achille Talon, les Totally Space qui pour rappel est une production franco-canadienne, on en reparle tout de suite, c'est promis. Ou encore par exemple les Kangous et leur version enfant, les Kangous Junior.
l'archétype du dessin animé qu'on pouvait bouffer en intraveineuse quand on était petit. Alors qu'en les revoyant maintenant, c'était vraiment pas bon. On se faisait bien chier sans retenue. Et surtout, ils te mettaient dans une sorte d'Uncanny Valley de l'animation. Non mais vraiment, c'est à un point où on croirait voir une parodie. Il faut monter à la tour. Non, papa, il faut descendre au cachot. De quoi, mon petit bijou? Bien sûr, les prisonniers sont toujours sur la paille, attachés par des chaînes. Tu lis trop de romans policiers, ma fille. C'est sûr que là, en termes d'animation, ça n'a rien envie à de vieux jeux PC CD-ROM à bas coût ou à certains jeux Philips CDI bien connus. Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. La chaîne était géniale et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais je dois bien reconnaître qu'il y a une autre période que va vivre cette chaîne qui personnellement m'a beaucoup plus marqué moi et pas mal d'autres enfants de ma génération, c'est celle où justement la chaîne va changer de nom et de DA. Car oui, c'est le 7 septembre 2002, après des années à l'antenne, que Fox Kids va officiellement changer de propriétaire. Et ce car Disney ABC International Television, une des filiales de la Walt Disney Company qui s'occupe des émissions et plus globalement de tout ce qui touche à la télévision en interne. Et il décide de racheter Fox Family Worldwide pour ainsi devenir propriétaire des chaînes de la filiale. C'est comme cela et dans ces circonstances qu'il décide de rebaptiser à l'international la chaîne Jetix. Un nouveau départ qui permettront autant de garder des succès déjà bien établis sur la chaîne, mais aussi de pouvoir proposer une nouvelle sélection de programmes. Qu'est-ce qui se passe? La compétition. La magie. Le rire. La vitesse. Pouvoir. Jetix. Et c'est donc le 1er janvier 2004 que la chaîne Jetix va enfin pouvoir commencer à émettre sur le sol français. La chaîne, pour l'occasion, change entièrement sa DA pour plus coller à un style plus moderne et proche de ce qui parle aux jeunes à ce moment-là. Et donc très tourné autour du jeu vidéo et du développement toujours plus conséquent d'Internet, accompagné d'un personnage emblème du logo avec son rendu très métallique 3D, avec un seul œil que l'on verra se transformer de moult manières dans les animations bumper entre chaque émission. Petite anecdote au passage, je me souviens assez clairement qu'il y avait un jeu qui était sorti sur PlayStation 2 et DS qui justement reprenait toute la DA de Jetix et donc, par extension, son personnage, qui consistait en un simple et basique puzzle game. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Enfin, soit, pour ce qui est de la DA et des gimmicks de la chaîne, entre quelques programmes, on y retrouvait des fois de petits jeux sous forme de challenge et des émissions toujours avec un sens du goût certain. Ici, pète en bas. Oh, grand pète encore une fois. Oui, on tire de fuite ici. Et aussi, comme je l'ai dit plus tôt, la chaîne arrivant à une période où Internet est de plus en plus démocratisé, il décide d'adopter des spots au design de pages Internet comme pour avancer de l'interactivité avec son public, en mettant des enfants fans de la chaîne en avant pour nous partager leurs meilleures blagues. Salut, je m'appelle Lucas et j'ai 8 ans, je vais vous raconter une blague. Quel est le comble d'un dictionnaire? Vous ne savez pas, c'est de n'être pas à la page. Au revoir Jetix, à bientôt. Ah ouais, c'est comique, c'est noté. Voilà, je l'ai écrit dans mon carnet, voilà, je le réutiliserai à l'occasion, le jour de ma mort. Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse le plus, les programmes et séries d'animation sur Jetix, et qu'est-ce qu'on a pu en consommer. Et il faut le dire, il y avait vraiment une grande variété de programmes dans bien des styles. Je me souviens par exemple des Witch. Pouvoir magique secret pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. L'équivalent des Winx, mais en plus mature. Il y avait d'ailleurs à l'époque une vraie concurrence entre les deux séries, pour savoir laquelle des deux on préférait. D'un côté, on avait la série Winx Club sur les chaînes concurrentes, qui donc elle misait sur un univers coloré, des transformations magiques, ainsi qu'une ambiance très féerique, et qui surtout était très axée sur la mode et l'amitié, avec un ton beaucoup plus léger et bien plus enfantin. De l'autre, nous avions les Witch, qui proposaient une histoire plus sombre et une narration plus structurée, avec des héroïnes au pouvoir lié aux éléments, des enjeux plus sérieux et un développement
plus marquée des relations entre les personnages. Mais je trouve véritablement qu'au final, les deux avaient leur charme. Oui, je sais ce que certains pourraient penser derrière leur écran, mais j'en ai rien à faire. Je l'assume totalement comme pour les Super Nana. J'adorais ces programmes, j'ai trouvé vraiment divertissants, et ce malgré le fait qu'ils étaient avant tout pensés pour des filles, alors que j'étais un garçon. Mais croyez-moi, on était pas mal de mecs à regarder ces programmes sans forcément l'avouer à l'école. Chut, faut pas le dire à mes amis. À ce sujet, d'ailleurs, comment ne pas évoquer les Totally Spies? La série Totally Spies nous faisait suivre les aventures de Sam, Clover et Alex, 3 jeunes femmes menant une double vie en tant qu'agentes secrètes, détectives et espionnes, et elles travaillaient pour l'agence du WHOOP, et qui pour l'information, et je vous le balance comme ça, est l'abréviation de World Organization of Human Protection. Au cas où on sait jamais vous en ayez quoi que ce soit à foutre. Cette entité et agence gouvernementale est notamment sous la direction d'un certain Jerry. Bonjour, mademoiselle, navré de vous avoir tiré du lit de si bonne heure. Mais tu m'as vu, je n'ai qu'un drap de bain sur moi. Ah mais c'est vrai. Alerte, détraqué. Son agence a pour but de résoudre divers méfaits menaçant les citoyens et le monde entier. Et c'est donc Jerry qui se chargera continuellement de donner les circonstances et enjeux de la mission qu'il donnera au groupe de Sam, Clover et Alex, les Totally Spies. La série s'inspirait librement d'une autre série, Les Drôles de Dames, une série des années 70 mettant également en scène 3 femmes détectives. Fusionnant donc ce concept avec le monde des gadgets ultra perfectionnés et sophistiqués à la James Bond. Vous disposerez des gadgets suivants: vaporisateur de parfum paralysant, bracelet de type fantaisie multifonction, rouge à laser de précision, parfum cerise, des sacs à dos à turbo-propulsion thermique, le kit de manucure avec lime à ongles laser et après ski glamour en fourrure. Vous l'aurez remarqué, pas mal des gadgets des Totally Spies étaient tous plus stéréotypés les uns que les autres. Des fois, je me demande vraiment c'était quoi les directives que pouvait donner Jerry à ses équipes et concepteurs de gadgets pour en arriver à de tels résultats. Bon alors les gars, je vous propose pour nos prochains gadgets d'ouvrir un magazine de jouets pour enfants à la page des jouets pour filles. Tout ce qui est bien rose, bien girly, bien floral, vous prenez avec un supplément cœur, produit d'entretien ou même magasin de maquillage, c'est bon aussi. Ce qui était extraordinaire, c'était la capacité de Jerry à exfiltrer les Totally Spies à tout moment de la journée. Peu importe où elles se trouvaient, il utilisait un nombre incalculable et incroyable de systèmes de trappes et de dispositifs d'exfiltration cachés un peu partout. On est fatigué, vanné, épuisé. Détendez-vous. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, ça devait vraiment être un cauchemar de logistique pour le groupe. J'adore, Léon Baptiste. Mais comment ça, il y a une canalisation de gaz sur votre chemin? Mais j'en ai rien à foutre. Vous creusez. Avec moins de bruit, s'il vous plaît. Les ouvriers, c'est plus qu'ils étaient, hein. Sans oublier qu'il a vraiment eu de la chance qu'aucune des 3 soit cardiaque, car avec des exfiltrations aussi soudaines, ce serait un vrai problème. Moi, personnellement, je sursaute dès que... Enculé. Je suppose que vous êtes au courant que les créateurs de Totally Spies chez Marathon sont aussi ceux à qui l'on doit la super série Martha Mystère. L'équivalent de la série Supernatural pour les enfants. Mais aussi, et ça je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'auront oublié, Team Galaxy. Là, pour le coup, on quittait le monde de l'espionnage et de la Terre et on part, comme son nom l'indique, dans l'espace. Les épisodes reprenaient une rythmique et une structure se rapprochant des Totally Spies, mais ici, on y suivait les aventures de 3 adolescents, Kiko, Josh et Brett, qui sont élèves à la Galaxy High. L'Académie de la Galaxie, en français, un établissement spatial d'élite destiné à former des agents de la police intergalactique. Leur mission consiste à protéger la galaxie des menaces intergalactiques. Autant dire qu'ils ne se sont vraiment pas cassé la tête, c'est vraiment la même chose, mais dans l'espace. Ah tiens, tant que j'en suis à parler de galaxie, comment ne pas évoquer... Galactic Football. Et là, pour ceux qui se rappellent de Galactic Football, c'était vraiment retournement de situation sur retournement avec un supplément drama amoureux et familial, à un point tel que je pense sincèrement que ça aurait dû s'appeler Dramatic Football. Laissez-moi d'ailleurs vous faire une petite liste non exhaustive de toutes les situations rocambolesques de la série. Alors, à la base, c'est l'histoire d'une planète du nom d'Aquilion. On y apprend que lors d'un match de Galactic Football, des matchs de football intergalactique, tout est dans le nom. Lors de ce match, une terrible explosion va frapper la planète, et ce tellement fort qu'elle va suffire à déplacer la planète de son orbite. Ce qui
qui va la plonger dans une ère glaciaire provoquant la disparition du souffle, une puissante énergie créée par les habitants d'Aquilian. Enfin, soit, Arch, un ancien champion qui a participé à ce fameux match lors de l'explosion, revient dans le but de monter sa propre équipe, les Snow Kids, et se met donc à faire des sélections des joueurs qui se trouveront bien évidemment être les protagonistes principaux de la série. Ensuite, il faut savoir que dans cet univers, il y a ce qu'on appelle le flux. C'est une énergie cosmique hyper puissante. Chaque planète a le sien, tout comme le souffle d'Aquilian. Sauf que le flux, c'est super dangereux. Alors on l'a interdit partout, sauf pour le Galactic Football. Car visiblement, le sport, c'est sacré. Revenons-en aux membres de l'équipe. Tout d'abord, on a D-Joke. C'est le buteur charismatique et il découvre que son père, c'est Sonic Blackbones, qui est un pirate. Les pirates, c'est des hors-la-loi. Ils combattent Technoid, une organisation qui veut le contrôle de la galaxie. Ils ont même leur propre équipe de Galactic Football, mais sans flux. Ce qui est donc hyper chaud, mais ils se débrouillent malgré tout vachement bien. Bref, pour en revenir à D-Joke, il décide à un moment donné de quitter les Snow Kids pour Team Paradisia. Et ce car il est attiré par la promesse de gloire et d'indépendance que peut lui apporter cette équipe. Puis il finit quand même par revenir malgré tout chez les Snow Kids car c'est en quelque sorte sa famille. Et la famille, c'est important. Ensuite nous avons Rocket, c'est le stratège de l'équipe et leur premier capitaine. Il va lier une merveilleuse histoire d'amour avec Tia, mais il se fait suspendre. Il finit donc par se faire enrôler et convaincre de jouer au Netherball, qui est un sport clandestin ultra violent et sans règles. Finalement il revient malgré tout et devient le coach de l'équipe. Pour en revenir à Tia, qui est donc l'amoureuse de Rocket, c'est elle qui le sauve de sa situation et prouve de par ce biais qu'elle a entièrement sa place dans l'équipe. Par ailleurs on a aussi Micro Eyes, c'est le rigolo de l'équipe. Il aime May, mais May elle de son côté veut la gloire. Elle part donc chez les Shadows, se rapprochant donc de Sinead, puis revient chez les Snow Kids. Sinead lui c'est le bad boy solitaire, il joue pour les Shadows mais a été par le passé un joueur des Snow Kids pendant une courte période. Et donc suite à des mésententes il finit par aller jouer chez les Shadows. Et surtout il a un passé et une histoire sombre avec ses parents qui sont morts dans la guerre des fluides. Ou finalement non. En tout cas Sinead finira malgré tout par revenir dans l'équipe. N'oublions pas aussi Aito, c'est le gardien zen et sympathique. Malheureusement il tombe malade avec d'autres joueurs d'une maladie duo-métafluide et se fait remplacer par sa cousine Yuki qui nourrit une assez forte et sincère relation avec Micro Ice avant de finir elle aussi par partir pour une autre équipe. Et enfin pour finir on a Tran, c'est le frère jumeau d'Aito, il fait des plans, il est toujours là et surtout il est fidèle sans trop de problèmes et c'est bien l'un des seuls d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'en bref, à la fin il gagne la coupe galactique. Il y a eu du drama, de l'amour, de l'amitié, des trahisons et du football spatial. Voilà grosso modo en extrêmement simplifié le postulat global de Galactic Football. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. Et pourtant, je n'ai fait qu'effleurer toutes les intrigues et retournements de la série. Je crois sans aucune foutue blague que quand j'étais petit, c'était certainement l'une des séries les plus complexes que je regardais. Tout en prenant évidemment en compte que les épisodes très régulièrement ne passaient pas dans le bon ordre. Et donc très régulièrement, je tirais cette tête. Après, je me souviens que sur Jetix, on avait aussi de chouettes mini-séries, telles que Yin Yang Yo. Pour rappel, ça suivait l'histoire de deux lapins du nom de Ying et Yang, des jumeaux qui pratiquaient l'art martial du Wufu. Que l'apprentissage commence! Quoi que cela puisse être, ils étaient entraînés par un vieux panda grincheux en pantoufles qui se nommait Maître Yo. Car oui, et vous l'aurez compris, la blague du nom tournait vraiment de façon assez conne autour du symbole philosophique chinois du Yin et du Yang. Et ils sont des venez, on ajoute le... Yo! Et je trouve que l'on ressentait vraiment que la série était là pour avoir une proposition de cartoon à la Cartoon Network ou Nickelodeon, mais ici sur Jetix. Quelque chose au visuel simple et immédiatement reconnaissable, et surtout simple à produire. Après dans les mini-séries, je peux aussi évoquer Pucca, qui là parlera certainement déjà à beaucoup plus de monde. Pour rappel, Pucca, c'était une série d'animation tirée d'une licence transmédia sud-coréenne, créée dans le début des années 2000. Ici, la direction artistique avec ses personnages stylisés et ses décors aux aplats colorés, qui donne une sorte d'impression d'une parodie de l'attraction It's a Small World à Disneyland, et qui du coup par la même occasion assume totalement ses aspirations culturelles, ce qui a pour effet de créer une ambiance à la fois charmante et kitsch, et cet esthétisme enfantin contraste avec un humour ainsi que des jeux de mots et des situations souvent assez cocasse et à l'humour parfois un peu curieux, ou tout du moins absurde. Je l'avais pourtant prévenu qu'il risquait de perdre la face. Je pratique de l'air-batterie et j'adore ça. Je joue de l'air-batterie, personne ne l'entend. Venez découvrir le nouvel album Recherche de batterie, disponible en format CD, vinyle et sur les plateformes de streaming. Pucca ne parlait pour ainsi dire pas du tout, et ne savait que principalement glousser. Et surtout, elle pouvait être très violente. Si Pucca s'avérait être vexée, triste et surtout jalouse, c'était fini pour quiconque était sur son passage. Les
Le soleil brille de nouveau sur Townsville. Et pourquoi elle pouvait devenir à certains moments violente? Ah ça, je pense que le générique ne pourrait pas être plus clair. Je dois avouer que je suis pas trop sûr des paroles, hein, parce que déjà on rigole du fait que Garou devient fou parce qu'il se retrouve imposé à recevoir des bisous qu'il ne souhaite pas. Voilà. Et vraiment, je ne suis vraiment pas sûr de la punchline « Les ninjas aiment les nouilles ». Bah, elle sonne un peu étrange à mes oreilles. Garou, c'est un ninja. Et comme vous l'aurez compris, c'est le crush ultime de Pucca. Car Pucca était prête à tout pour obtenir l'amour de Garou. Mais surtout, un baiser d'amour. C'était à un stade où il y a littéralement un épisode où Pucca, pour espérer obtenir l'amour de Garou, était capable d'aller détacher la lune pour la ramener sur Terre. Ce qui déjà d'expérience me semble pas trop une bonne idée. En tout cas, Pucca, en ramenant littéralement la Lune sur Terre comme si c'était un vulgaire ballon de baudruche, la Lune va amener quiconque à tomber amoureux de la personne qui se trouve face à elle. Et donc, dans cet épisode, Pucca va enfin obtenir un amour indéboulonnable de Garou. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Lui qui pourtant, en temps normal, la fouillait comme la peste. Donc là, on part déjà du principe que Pucca le force à l'aimer. Mais bon, allez... Passons encore. Sauf qu'elle finit malgré tout par être lassée d'obtenir tant d'amour. Son amour est beaucoup trop intense. Et donc elle préfère relâcher la lune pour à nouveau le forcer à obtenir un bisou en étant absolument pas consentant. Ah bah bravo! Quel bel exemple pour la jeunesse. Après, ça va, j'exagère un petit peu. Car oui, il est vrai qu'en réalité, il est bel et bien arrivé que Garou apprécie vraiment Pucca, ou tout du moins qu'il lui témoigne de l'affection d'une façon ou d'une autre, donc ça va, il y a des fois de l'amour réciproque. C'est Choupinet, il est juste un peu timide. Et puis surtout, ça se pardonne, car après recherche, Garou a 12 ans et Pucca 10 ans. Attendez, pardon ? C'est dit à un moment donné qu'ils sont aussi jeunes? Rappelons tout de même que Pucca travaille comme livreuse dans un restaurant, à l'âge de 10 ans. Vous êtes sûr de la légalité de la chose? Je pose les vraies questions, n'est-ce pas? Ouah, toi tu cherches vraiment la petite bête, hein? Non, mais... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Revenons-en maintenant aux séries et dessins animés aux épisodes plus longs et surtout avec un poil plus de fil rouge. Et dans ce genre, cela me rappelle que c'est bel et bien sur Jetix que j'ai découvert pour la première fois la licence Tortue Ninja, et ce dans leur nouvelle représentation de l'époque. L'Empire adversaire. Attention à Schroeder. Ils sont téméraires. Unis comme des frères. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voici les Tortues Ninja. Je m'appelle Jean-Marc Anthony Cabé, je suis le chanteur des premières saisons de Pokémon. Je suppose que si vous êtes ici, il est inutile de vous rappeler ce que sont les Tortues Ninja, à moins d'avoir vécu dans une grotte ces 40 dernières années. Bien entendu, la version la plus culte et reconnue de la série reste celle de la fin des années 80. Cependant, cette nouvelle itération de 2004 avait de réels arguments à défendre. Tout d'abord, l'ambiance générale se rapprochait beaucoup plus du style des comics, du moins en termes de design, tout en conservant malgré tout l'aspect distinctif des couleurs des bandeaux, instauré par les dessins animés précédents. Car oui, pour l'anecdote, dans les comics originaux, toutes les tortues portaient un bandeau rouge. Vous me direz encore une chance, hein, car quand on voit comme quand on était petit, on pouvait être distrait et inattentif, avoir la couleur des bandeaux pour les distinguer n'était clairement pas de trop. Allez le rouge! Quel que soit ton nom. On sentait vraiment que les créateurs voulaient profiter de toute la vibe et de l'ambiance des dessins animés et comics en vogue à la fin des années 90 et au début des années 2000. Cette touche plus sombre et dynamique donnait une nouvelle dimension de Tortue Ninja, tout en respectant l'esprit de la franchise. Et reconnaissons tout de même que pour pas mal de personnages, notamment pour Shredder, il a gagné pas mal de points de charisme par rapport à la série d'origine. Vous pensez quoi de mon costume de Dark Vador? Il est pas mal, non? Quand je repense aux licences d'enfance, il m'est impossible de ne pas mentionner les Power Rangers. Sur Jetix, j'ai découvert la licence à partir de sa 12e saison, déjà à l'époque. Car oui, qu'est-ce qu'il y en a eu des variantes de Power Rangers? Mais en tout cas, pour cette 12e saison, c'était les Power Rangers Dino Tonnerre. Power Rangers go! Power Rangers go! Et d'ailleurs, je me souviens très bien de leur style marquant, que ce soit le design des casques avec ses effets de mâchoires de dinosaures ou les motifs sur les tenues qui étaient vraiment plutôt stylés, sans parler de leur Megazord composé de dinosaures mécaniques qui imposaient clairement le respect. Eh, viens par ici, je suis ton ami, T-Rex! Ouais,
J'ai réussi! Par contre, à ce sujet, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué, même quand j'étais petit, c'est le sort réservé aux pauvres personnes qui vivent dans ces villes, ceux qui sont au sol pendant que les titans s'affrontent. Ils ont un peu trop tendance à oublier et omettre leur existence dans la mise en scène. Imaginez voir des dinosaures ou autres robots mécaniques se fusionner pour combattre des monstres géants en pleine ville, et ce plusieurs fois par saison. Comment les habitants pouvaient continuer à vivre leur vie comme si de rien n'était après ça? Non mais c'est quoi encore ce bordel? Oh non, c'est pas possible. Ça fait la 20e fois ce mois-ci. C'est bon, j'en peux plus de cette ville de merde. Je me tire d'ici, je déménage. Après, avec les années et la prise d'âge, il faut avouer que Power Rangers est une série assez compliquée à revoir. Le jeu d'acteur et la mise en scène étaient d'une qualité discutable. Je n'ai pas le temps de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est trop bête! J'ai un travail plus important. Quel travail? Mais celui-là, je suis un Power Ranger. Mais clairement pas un acteur. Maintenant, laisse-moi quitter le cadre. Je dois me rendre en convention. Et que dire des chorégraphies aussi percutantes que celles d'un film d'action direct ou DVD. Les CGI, quant à elles, étaient d'un photoréalisme saisissant. Et voilà, c'est la fin du tutoriel, j'espère que cela vous aura plu. Pensez à vous abonner et à laisser un petit like. A bientôt pour de futurs tutos. Pour en finir avec Jetix, et surtout comme avec Fox Kids à l'époque, la chaîne était vraiment garnie de pas mal de productions japonaises dans son catalogue et qui, pour certaines, avaient vraiment de la gueule, tout en étant un temps, tout du moins, des productions exclusives à la chaîne. Avec tout d'abord, par exemple, une production pour le coup franco-japonaise comme Oban Star Racer. On y suivait l'histoire de Eva Molly Way, âgée de 15 ans, vivant en 2082, sur une Terre ayant connu quelques années auparavant une guerre contre un peuple extraterrestre. C'est dans ce postulat, et avec les années, qu'Eva va finir par participer à des courses de Star Racer. Un peu comme les courses que l'on peut voir dans Star Wars épisode 1. Ça m'avait plutôt marqué à l'époque, car je me souviens qu'il y avait vraiment des sujets plutôt matures, comme le deuil, l'abandon d'un être cher, vu que Eva a comme ambition première de pouvoir retrouver son père qu'il a abandonné à son sort dans un pensionnat. Ce même père qui finalement ne la reconnaissait même pas, qu'il avait complètement oublié. Mais malgré tout, elle avait la force de ressaisir ses idées et décide de rentrer dans l'équipe de Star Racer de son père. Et ce car il est le meilleur manager international de Star Racer, dans le but de participer à la grande course d'Oban qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 000 ans. Et ce car les vainqueurs de ces tournois obtenaient le droit à un vœu, quel qu'il soit. Et en dernière production d'animation japonaise que je voudrais évoquer sur Jetix, comment ne pourrais-je pas parler de la première vraie excellente série autour du hérisson bleu, Sonic X. Car oui, entre la fin de vie de Fox Kids et surtout Jetix, Sonic a été une des stars mis en avant pour promouvoir au maximum la chaîne. D'ailleurs, je soupçonne même que la série ait rejoint la chaîne juste pour coller avec le slogan Jetix, la télé puissance X. Mais ça c'est mon analyse personnelle, et ça n'engage que moi. Le rendu graphique à la fois coloré, dynamique et soigné correspondait parfaitement à l'ambiance des jeux Sonic Adventure, et a probablement influencé dans son ambiance et son histoire les futurs films Sonic. L'histoire débute avec Sonic et tous ses autres alliés qui, suite à Sonic qui a détruit par inadvertance la machine à chaos de Robotnik, vont se retrouver à arriver dans un tout autre monde. Les voilà donc arrivés dans le monde des humains, et comme toujours dans ce genre de scénario, les humains ne s'étonnent guère de voir un hérisson bleu sur deux pattes avec des chaussures. N'aie pas peur mon petit gars, tu vas nous suivre bien sagement. Méfie-toi, il peut te mordre. Non, aucun risque, j'ai l'habitude des animaux, j'ai 3 chats à la maison. Petit. Faut quand même imaginer que de leur point de vue et avec leurs yeux, ils voient ça. Hey, ça va? Voilà donc que Sonic se fait courser par la police, suivi d'une unité spécialement conçue pour les poursuites à grande vitesse. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Sonic, après avoir réussi à semer ses bolides sans aucune once de problème, va finir par atterrir dans la piscine d'un foyer. Ah là, ça craint. Où il manque d'ailleurs de se noyer lamentablement. Avant d'être finalement sauvé par un garçon du nom de Chris. Ils deviennent rapidement amis et Chris finit par laisser Sonic et tous ses comparses cohabiter avec lui et son grand-père, un savant. Et ce pour les aider au mieux à combattre les méfaits du docteur Robotnik. Alors oui, certes, la série était clairement pas parfaite, on va pas dire que c'était un chef-d'œuvre, mais faut quand même reconnaître que quand tu étais petit, que tu jouais à Sonic, et notamment pour moi, Sonic Adventure 2 Battle sur GameCube, bah putain de merde, je me shootais Sonic, matin, midi et soir.
Et quel bonheur! Mais quoi qu'il en soit, oui, Jetix a connu beaucoup d'excellents dessins animés, dont beaucoup que je n'ai pas pu aborder ici, comme la série Action Man Atom ou encore l'excellente série Megaman NT Warrior, qui j'ai l'impression est tombée dans l'oubli absolu, alors que pour pas mal de jeunes de ma génération, cela a certainement été leur première approche du célèbre personnage de Capcom. Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin, et comme un coup de poignard dans le cœur, Jetix va aussi à son tour finir par disparaître pour connaître un nouveau nom et une nouvelle DA. Car oui, après 5 belles années, tout change lorsque Disney ABC International Television reprend entièrement la gestion de la chaîne, mettant fin à l'ère Jetix. Et ce parce que jusqu'alors, certaines décisions étaient encore partagées avec d'anciens partenaires, limitant donc le contrôle total de Disney. C'est donc à l'international qu'un rebranding global est donc lancé pour uniformiser l'identité de la chaîne et l'aligner sur les autres chaînes du catalogue Disney Channel, harmonisant donc leur programmation avec leur univers. On y retrouve alors des séries live comme La vie de Palace de Zack et Cody, des dessins animés populaires tels que Phineas et Ferb ou American Dragon, Malgré tout, certains programmes exclusifs vont être créés pour affirmer l'identité de la chaîne, comme Kikasku, c'est Kikasku, c'est Kikasku. Et la chaîne sera donc nommée Disney XD. Alors oui, j'avoue, j'ai toujours trouvé ce nom un peu claqué, qui en fait un peu trop pour essayer de parler à la nouvelle génération de l'époque. Mais en même temps, quand on voit les spots publicitaires de la chaîne, ça donnait le ton. Quand tu as du réseau, que t'es connecté, il faut que tu checkes, c'est programmé. Mais vous voyez là, c'est vraiment le cool, bien années 2000. Bien stéréotypé dans son époque. Alors déjà, pour paraître stylé dans les années 2000, il faut des notes de rock. Parfait les gars, c'est bon, on remballe. Elle était parfaite. Puis il y a une chose que je ne vous ai pas encore dit ni montré, et qui quand on voit l'évolution de la philosophie de Disney à l'heure d'aujourd'hui, faut avouer que ça fait doucement sourire. Car oui, Disney avançait que sa chaîne Disney XD était une chaîne pour les vrais mecs, et donc avant tout est adressée au public masculin exclusivement. Non, ce n'est pas une blague, regardez par vous-même. Mesdames et messieurs, une adaptation contemporaine d'un grand classique. Nous les mecs, on veut une télé à nous. Mais pour les mecs comme nous, y a une super télé. Le tout additionné avec ce genre de jingle. Disney XD, ouais, c'est stylé. Il n'y a que Disney XD pour vraiment nous enflammer. Oui, ils ont réussi à faire rimer le D de Disney XD avec télé. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais tout ne fait pas une bonne rime, et surtout, le rock ne rend pas tout cool. Disney XD, on fait du VTT. Disney XD, j'adore aller fumer. Disney XD, je vais finir torché. Encore une chance, assez rapidement, Disney XD fera évoluer sa DA au fur et à mesure des années pour petit à petit plus se fondre dans un style proche de ce que fait Disney avec ses autres chaînes, pour ainsi pouvoir un peu plus s'ouvrir sur le type de programme que pouvait proposer la chaîne à un plus grand public, qui au final a complètement dénaturé l'essence même de l'existence de la chaîne pour se démarquer de ses homologues, tout en ayant encore malgré tout pendant quelques temps certains programmes déjà présents sur Jetix comme Galactic Football, Power Rangers ou encore Pokémon, qui décidément est une des séries qui n'aura absolument jamais quitté la chaîne. Puis sur Disney XD, beaucoup se remémorent avec plaisir les premières saisons d'Inazuma Eleven, cette série qui a marqué toute une génération. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Qui pourrait oublier Axel Blaze et sa légendaire tornade de feu, ou encore Mark Evans, le gardien infatigable toujours prêt à croire en son équipe avec ses arrêts avec la main de Smash Bros. Pendant la période Disney XD et au fur et à mesure des années, c'est aussi le grand retour de plein de séries animées autour des personnages Marvel, étant donné qu'entre-temps, Disney a récupéré les droits sur tous ces personnages. Ce qui amènera plein de séries Avengers, Gardiens de la Galaxie, Spider-Man et même Iron Man au rendu 3D plutôt réussi. Mais avant de terminer, j'aimerais tout de même revenir au tout début de la chaîne Disney XD, car oui, certes, bon nombre de séries avec des acteurs étaient souvent de simples séries Disney Channel habituelles. Mais pendant un temps, la chaîne a tout de même tenté de produire le parent pauvre des séries Disney Channel, qui elle-même, il faut le reconnaître, était déjà le parent pauvre de vraies séries comiques. On y retrouvait autant dans ces séries à bas budget, Père de Roi, Tatami Academy, Zeki et Luthor, et celle qui m'est restée en tête et que je vais vouloir aborder avec vous, Iron Stone. Je suis sûr que soit vous n'avez jamais entendu parler de cette série, soit vous en avez complètement
complètement oublié le nom. On y suivait l'histoire de Charlie Landers, qui était très reconnu et très bon joueur au jeu vidéo du nom de Hero Rising. Va vraiment falloir une fois qu'on discute ensemble des noms effroyables qui donnent aux jeux vidéo inventés dans les séries et les films. C'est pas possible. Sans parler de la gueule de celui-ci. Pitié, quelqu'un peut-il vraiment me dire comment ce jeu se joue-t-il? Charlie, on est rentré. Quoi? La vraie vie m'appelle, je te filais. En tout cas, oui, il est bon, voire très bon, c'est littéralement le pro gamer de ce jeu, le numéro 1 mondial. Et là, vous allez certainement vous poser la question de quel choix effroyable peut faire un scénariste qui n'y connaît absolument rien en jeu vidéo. Bah, devenir et faire ce que le personnage du jeu fait, pardi. Ce n'est pas une blague, le mec est tellement bon au jeu qu'il se fait contacter par une organisation du nom de All Industry qui se trouve en fait être la société de jeux vidéo qui a créé le jeu Hero Rising. Et leur plan, c'est que le personnage du jeu doit prendre vie dans le monde réel pour lutter contre le crime. Je suis le seul à pouvoir empêcher ça. Vous êtes le seul être à en avoir le pouvoir. Je vais aller leur expliquer ma façon de penser. Vous allez me dire qu'un mec a été payé pour écrire ce script. Mais quel génie incompris! Pas dans le sens où le script est génial. C'est un génie parce qu'il a eu tellement de temps libre. Ah, enfin fini. Allez, maintenant, vacances. Je pense sans trop m'avancer que c'est l'une des séries les plus cheapos et nulles qu'il m'ait été de revoir à l'heure d'aujourd'hui. Bon travail, Aaronstone. Ouais, merci. Mais malgré tout, en revoyant ce genre de série, de programme, je me rends bien compte d'une chose. C'est que l'insouciance de l'enfance me manque énormément. Car à l'époque, je l'adorais cette série. Car oui, là j'en rigole et je critique complètement leurs choix qui sont lunaires. Mais pourtant, force est de constater qu'ils avaient réussi à parler à ce moi-là. Ce moi de l'époque. On a souvent tendance à critiquer des œuvres du passé qui ont plutôt mal vieilli. Mais dans le fond, n'est-ce pas aussi parce que cette insouciance nous manque? En devant revoir toutes ces séries pour cet épisode, je me suis rendu compte que pas mal d'entre elles se trouvaient être beaucoup moins divertissantes et intéressantes que dans mes souvenirs. Pourtant, en les laissant tourner en fond pendant que j'écrivais, j'ai ressenti une réelle tendresse, un peu comme à l'époque où l'on laissait des dessins animés en arrière-plan tout en jouant. Chacune de ces chaînes et émissions sont en quelque sorte le reflet d'une génération à part entière, celle d'une période unique et bien particulière, et plutôt difficile à expliquer à ceux qui ne l'auront pas vécu. C'était une époque où nous étions tous exposés au même programme, partageant des références communes en matière de dessins animés, une génération synchronisée, presque réglée comme du papier à musique. Attention tout de même, je ne dis pas que c'est génial ou sain de rester devant la télé sans en avoir le choix. Et je ne trouve pas non plus qu'il faut mener un dialogue de sourds en disant que les générations plus récentes ne sont pas une vraie génération pour ne pas avoir vécu cela. Car ce n'est pas vrai. Chaque génération a ses propres codes, ses propres trucs qui les ont marqués. Tout comme quand à l'époque nos parents jugeaient ce que nous apprécions par rapport à leur jeunesse. Surtout que les générations actuelles ont le choix. Je confirme qu'il est agréable de ressentir cette communion autour de certains sujets, de voir qu'une génération entière peut s'accorder et être replongée en enfance à la simple évocation du nom d'un dessin animé ou d'une chaîne. Ajoutons à ça qu'avec les années, bien évidemment Disney XD, dans un désir toujours plus grand de laisser de plus en plus de place aux plateformes de streaming telles que Disney+, va cesser d'émettre à partir du 7 avril 2020. Dans sa version francophone tout du moins. La disparition brutale de cette chaîne de dessins animés, comme tant d'autres avant elle et même après, marque symboliquement la fin d'une époque, d'une ère, la fin d'une période essentielle de bon nombre d'enfance, rythmée par la grande variété de dessins animés que ces chaînes diffusaient. Des dessins animés qui nous ont accompagnés dans les bons comme les mauvais moments, et dont beaucoup ne sont aujourd'hui même plus accessibles nulle part ou simplement rebootés pour plaire à une nouvelle génération. J'espère sincèrement qu'avec cette vidéo, j'aurai réussi ne serait-ce qu'un instant à vous replonger dans une période agréable de votre vie, tout ça dans un simple et modeste but de vous rappeler des parties de vos quotidiens qui sont à présent devenus de simples fragments lointains de vos souvenirs. Je joue de l'air batterie, personne ne l'entend, mais dans mon cœur, c'est du rock flamboyant. Pas besoin de kit, ni de thune, ni de pédale, juste un peu de sueur et des rêves qui s'emballent. L'air batterie, c'est plus qu'un délire, c'est ma passion, c'est mon avenir.